Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. Donc aujourd'hui, je vais faire un webinaire. Donc l'intervenant, ce sera Monsieur Brutin. On va d'abord se présenter. Je vais faire une petite présentation. Après, je lui donnerai la parole. Donc nous, Clarity, c'est avant tout une assurtech assurantielle avec des solutions digitales, un espace disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et majoritairement tous les produits sont conçus par Clarity. On accompagne donc, dans nos produits, on a donc le contrat Diagnosticor. Donc, outre le fait de pouvoir souscrire des contrats, en fait, on encadre et on essaye de faire de la prévention au niveau de votre profession. Et en fait, pour illustrer concrètement ce propos, c'est pour ça que j'ai le plaisir, en fait, de co-animer avec Monsieur David Brutin qui va se présenter et qui va présenter le sujet DPE 2021, contentieux rencontré par un expert et comment sécuriser sa pratique. Ça va se faire en 2 temps. La première partie, on aura une série de questions-réponses. Donc, vos caméras et donc vos micros volontairement sont désactivés, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On fera une pause là-dessus. Je vous laisse la parole, Monsieur Brutin, et je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on voit bien le support? Alors, de mon côté, oui, mais je vais regarder. Voilà, donc c'est un Oui. 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 Parti. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, le sujet de ce webinaire, ça va être le DPE 2021. Donc, je m'appelle David Brutin et je suis donc professeur à Aix-Marseille Université. Donc, je suis en enseignement en thermique du bâtiment. Je forme des ingénieurs à la thermique du bâtiment, mais je suis aussi expert judiciaire auprès des tribunaux. Cour d'appel d'Aix-en-Provence et cour administrative d'appel de Marseille, en thermique, avec une spécialité fine parmi d'autres, qui sont une qui est donc le DPE. Et puis, à côté de ça, donc, j'ai rédigé pour Gualino L'Extinso un ouvrage à l'occasion de l'arrivée du DPE 2021 qui s'appelle La performance énergétique, et on en est à la 2e édition, la 3e est en préparation. Donc, le programme qu'on vous propose est le suivant. On fera à chaque fois effectivement une pause pour prendre vos questions. Le premier thème, ça va être retour de terrain sur les litiges liés au DPE. Le deuxième, bonne pratique pour limiter votre exposition juridique. Et le troisième plan, on va parler des 10 mesures clés du plan annoncé par la ministre Valérie Létard. Alors, le premier point, on va démarrer dessus, donc ce sont les retours de terrain. L'idée est de vous montrer ce qu'un expert de justice voit. La plupart d'entre eux, ce sont des cas que j'ai rencontrés. Je vous dirais, il y a juste un cas que je n'ai encore jamais rencontré et j'espère ne jamais le rencontrer. Donc, les retours de terrain. Alors, moi, je classe les DPE que je rencontre, puisque, bien évidemment, en tant qu'expert judiciaire, on ne voit jamais les 99% des situations où tout se passe bien. On ne voit que les cas qui sont litigieux. Et les cas qui sont litigieux, moi, je les décompose en 4 catégories. La première, dont j'ai entendu parler par des confrères, mais que je n'ai personnellement jamais vu, ce sont les faux DPE. Donc, ce ne sont pas des DPE réalisés par des diagnostiqueurs, ce sont justement des documents dont le numéro ADEME a été copié-collé et recalé, recollé sur un autre document et utilisé. C'est pour ça qu'on arrive en procédure contentieuse. Donc, le premier cas, les faux DPE, moi, j'en ai jamais vu. Ça, apparemment, c'est rarissime, mais d'autres confrères. Les 3 autres cas, donc là, je vais vous en parler un peu plus en détail après. Donc, DPE non valide, DPE mensonger et DPE de complaisance. Donc, les faux DPE, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est très très rare. C'est l'utilisation d'un numéro, d'un vrai DPE, un numéro ADEME, copié-collé sur un bien. Bon, situation que personnellement, je n'ai jamais rencontrée. Le DPE non valide, ça c'est des cas que j'ai rencontrés, je vous donne une capture d'écran. C'est typiquement quand un DPE est utilisé pour une transaction immobilière devant notaire et que on trouve en haut à droite marqué non défini et que ces DPE a malgré tout été utilisé pour mener la vente. Alors vous imaginez bien que là dans le cas présent, le bien est C et après que la partie demanderesse et commencer des travaux ou emménager, elle se rend compte que le bien n'est pas du tout C, il est plutôt E selon elle, E ou F. Et donc moi, le dossier m'arrive entre les mains avec forcément un DPE avant vente, un DPE après fait par les propriétaires. Et la juridiction, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande lequel est le bon. Donc là, moi, je suis obligé de dire le DPE qui a été utilisé lors de la vente, il n'est pas valide. Il n'a pas son numéro et je vous montrerai pourquoi il n'est pas valide. Je m'appuie bien évidemment pas juste sur mon expérience, mais sur des textes.
des écrits, voilà, une réglementation. Et puis la suite, c'est que dans ce cas précis, quand un DPE non valide a été utilisé, le notaire rentre dans les parties, puisque le notaire aurait dû vérifier que le DPE était bien valide, sinon il aurait dû demander au diagnostiqueur de le refaire. Donc là, dans le cas présent, dans l'expertise, le notaire n'était pas au début de la procédure, mais il est arrivé en cours de procédure pour prendre ce qu'on appelle une partie d'imputabilité. Donc, par exemple, pour ce cas-là, c'était la toute première fois où je l'ai vu. Depuis maintenant, j'ai cet email de la DHUP. Je leur ai demandé, voilà, est-ce qu'on a tout simplement, puisqu'il n'y a pas, c'est pas écrit noir sur blanc quelque part facilement, j'ai demandé un écrit de la DHUP en leur demandant, voilà, j'ai un DPE marqué non défini, et puis ils m'ont fait cet écrit, voilà, ils m'ont dit, non, il faut que ce soit, qu'il y ait un numéro, sinon il n'est pas utilisable, il n'est pas valable, c'est un DPE qui est en mode brouillon, qui n'a pas passé la validation de l'ADEME, et surtout qui n'a pas obtenu de numéro, donc il n'est pas valide. Ça veut donc dire qu'après, pour les parties, ça peut remettre en cause la transaction. Bon, après, il y a des conséquences juridiques. Voilà, dans ce dossier-là, outre le fait qu'il n'était pas valide, la lettre C n'était pas à la bonne, le bien s'est avéré être en E de mémoire. Le DPE mensonger, donc c'est une autre catégorie, c'est un DPE où clairement, c'est pas une faute de frappe, clairement, il n'y a pas, ça ne se joue pas à 2 ou 3% à la frontière d'une lettre. C'est un DPE qui est réalisé par un diagnostiqueur, et dans ce DPE, il y a de nombreuses incohérences dans les données entrées. Alors, on ne parle même pas de la méthode de calcul, là, on parle juste dans les données qui sont saisies par le diagnostiqueur. Ça se voit, hein, je vais vous donner des exemples par la suite. Il y a des éléments d'équipement qui n'existent pas, ou alors une inversion entre la surface des vitrages et la surface des opaques. Donc là, par exemple, je vous donne un comparatif avant-après. C'était un cas également. Le DPE avant-vente était C, et le DPE fait par les propriétaires après avec un autre diagnostiqueur était E. Donc là, il s'agissait donc du coup de comparer les deux. Vous allez me dire effectivement, il y avait un DPE qui était avant 2021, un DPE après 2021. Certes, les postes ont changé. Il y a effectivement maintenant des nouveaux ajouts dans les postes. Mais là, dans le cas précis, le calcul, on reprend ce DPE d'avant le 21 ou on prend celui d'après, on le ramène sur la méthode d'avant. Il n'y a pas beaucoup de changements puisque c'est principalement, là dans le cas présent, des panneaux photovoltaïques ici qui n'existent pas, qui avaient été ajoutés, ou alors des vitrages qui ont été supprimés, des vitrages très déperditifs. Donc un DPE mensonger, ça se repère, pareil pour un expert judiciaire, assez facilement. Simplement, on le parcourt et on voit bien si l'ensemble des résultats est cohérent avec le bien, avec les métrages, avec les plans d'architecte, avec les informations. Et puis, on voit typiquement en fonction de l'année du bâtiment, la surface, s'il n'y a eu aucune rénovation. Voilà, on se doute qu'un C, c'est quand même extrêmement rare de l'avoir sur un bien qui est des années 60 et qui est dans son jus. Voilà, c'est très très peu probable. Donc, on se met à creuser. Donc, DPE mensonger. Alors, je l'aborde tout de suite. Des fois, l'argumentaire qui nous vient de l'avocat des diagnostiqueurs est le suivant. Vous ne pouvez pas comparer un DPE d'avant 21 et un DPE d'après 2021, du 1er juillet. En fait, si, on peut les comparer parce que, oui, le ratio énergie primaire, énergie finale de l'électricité a changé, certes. Oui, on passe de 5 usages à 3 usages, mais tout ça, on peut le quantifier. Les méthodes de calcul, elles ont légèrement changé, mais moi, voilà, avec mon logiciel, je peux très bien réouvrir un ancien DPE, le refaire mouliner avec la nouvelle méthode de calcul et voir du coup les différences. Il n'y a aucun problème. L'autre argumentaire qui est parfois utilisé, c'est l'expert n'est pas certifié DPE. Alors moi, il se trouve que je l'ai été, parce qu'il y a plusieurs années, j'ai souhaité faire la formation, j'ai souhaité certifier diagnostiqueur avec mention, mais j'en fais pas un usage commercial, donc j'ai pas pratiqué. Je n'ai pas gardé, j'ai perdu ma certification. Et étant donné que je forme des ingénieurs au DPE et que je suis expert judiciaire, je n'ai pas besoin d'être certifié DPE. Pour information, j'ai des confrères sur Paris qui n'ont jamais fait la formation et ça ne les empêche pas de donner un avis pour les juridictions sur des DPE. Donc on n'a pas besoin, en tant qu'expert judiciaire, d'avoir passé la certification pour donner notre avis.
Donc, les DPE mensongers, voilà quelques exemples. Le DPE d'origine avant-vente mentionnait le fait qu'il y avait des panneaux solaires pour 33 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, alors que le DPE après n'indiquait rien. Et puis la vérification sur place montrait qu'en fait, il n'y avait pas de panneaux solaires et il n'y en avait jamais eu. Et il n'y avait aucun dispositif de production des énergies renouvelables. Ok, il peut y avoir effectivement le fait que les masques n'ont pas été pris en compte. Bon, c'est pas ça qui va faire la différence, c'est plutôt les surfaces. Sur une maison qui est de plein pied, quand on met une surface de plafond de 60 mètres carrés, alors qu'en fait la maison est de plein pied, c'est clairement pas une surface de plafond de 60 mètres carrés de plancher haut, mais c'est une surface qui est plutôt proche de la surface habitable. Donc là, dans le cas, le deuxième diagnostiqueur avait noté 159 mètres carrés. Moi, à l'aide des pièces qui me sont fournies par les parties, j'avais estimé à 150 mètres carrés. Donc, clairement, le 60 mètres carrés était bien plus bénéfique pour améliorer la note. Voilà. Ensuite, surface de mur, pareil, au vu des dimensions de la maison, hauteur sous plafond. Le premier avait noté 109 mètres carrés, alors que moi, j'arrivais à 170. Donc, vous voyez, l'ensemble des informations, quand je dis c'est un ensemble d'incohérences qui vont toutes dans le même sens de rendre le DPE plus vertueux, ça se voit de notre côté. C'est pas le modèle de la chaudière là, c'est pas le poêle à bois, c'était typiquement des panneaux solaires qui n'existaient pas, des surfaces qui étaient erronées, et l'ensemble de ces incohérences allait dans le même sens de rendre le DPE le plus vertueux. Donc ça, c'est ce que l'on classe en catégorie de DPE mensonger. Alors, on ne prend, en tant qu'expert judiciaire, on ne donne pas de responsabilité, on donne des imputabilités et on écrit tout simplement au magistrat ça, ce que je vous viens de dire. Donc, je constate un ensemble d'éléments qui ne sont pas cohérents et qui ne sont pas une erreur de saisie, puisque l'ensemble des éléments, par exemple, des panneaux solaires qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé, ça a été un ajout volontaire du diagnostiqueur de le mettre. Après, le magistrat en tire les conséquences envers l'assureur du diagnostiqueur, etc., etc. Le dernier cas, qui est un cas qu'on rencontre également, et qui là est un petit peu plus difficile à détecter et nécessite de rééditer le DPE pour faire des ajustements, vérifier justement effectivement nos hypothèses. Ce sont les DPE qu'on appelle dans la catégorie DPE de complaisance, alors qui ont été fortement médiatisés, dont une start-up s'est lancée pour essayer de les détecter automatiquement. Alors, ils sont difficiles à détecter parce qu'effectivement, un DPE, ce n'est pas une valeur avec une incertitude d'1 kWh près. Ce n'est pas possible qu'un kWh par mètre carré par an. On est au moins voilà, 5, 10 kWh, 15 kWh en fonction des cas. Ce sont des DPE qui sont bien répertoriés et quand on regarde l'étude que ces startups avaient montrée, elle semblait indiquer qu'il y avait effectivement beaucoup de DPE de complaisance à la frontière des lettres. Et donc l'argumentaire était, voilà, des DPE qui devraient apparaître comme des passoires énergétiques F et G, a été transformé en des faussements vertueux. Bon, ça, moi, en reprenant les chiffres, et ça va être publié bientôt dans une revue d'experts judiciaires, j'ai refait le calcul, voilà, tous les 5 kWh, et puis cette étude semblait indiquer effectivement qu'il y avait un très grand nombre de biens qui étaient surclassés en catégorie réelle F, mais placés en E, 18%. Bon, j'ai pas du tout ça, puisque moi, quand je reprends la même méthodologie d'après la base de l'ADEME, moi, je retrouve un histogramme à peu près cohérent. On ne peut pas avoir des courbes parfaitement continues parce qu'on n'a pas les mêmes nombres d'appartements qui sont construits chaque année en France. Il y a plus des vagues de rénovation. Donc, on ne s'attend pas à trouver une courbe parfaitement continue. Et moi, en refaisant ce calcul avec la même méthodologie, par pas de 5 kWh par mètre carré par an, et en ne supprimant pas les premiers, catégorie A, ce que la start-up faisait, moi, je retrouve voilà, un passage à la frontière qui est beaucoup plus modeste. Donc, on ne peut pas dire que c'est un phénomène qui a une énorme ampleur. On ne peut pas dire qu'il n'y en a aucun. Clairement, il y en a quelques-uns. J'en ai trouvé, j'en ai vu. J'en ai un en ce moment en plus sur un cas personnel. Donc, ça existe. Simplement, le message que je veux faire passer dans cette première partie, c'est que ça se voit. Ça se voit quand c'est les autres catégories
très facilement, très clairement. Et les magistrats nous suivent tout le temps, dès lors que de toute façon, on ne dit pas que, voilà, que notre avis est donné par notre expérience, mais sur la base de réédition des documents, argumentation, ouvrage, réglementation, etc. Et on reproduit la plupart du temps, souvent, un DPE. Alors, on parlera par la suite justement des températures, etc. Là, je ne suis pas en train de parler des valeurs des températures des propriétaires, je suis en train de parler DPE à DPE, idéalement de 2021, de DPE 3. Que j'appelle 3.0 ensemble comparé. Et au pire, même si c'est un DPE d'avant 2021, on peut normaliser tout ça et comparer les deux DPE entre eux. Voilà. J'avais fait à l'occasion d'une autre formation à destination de confrères experts judiciaires un petit sondage sur la juridiction de Marseille. Donc à Marseille, rien que le tribunal judiciaire de Marseille, c'est environ 7 000 à 8 000 expertises par an, dont 50% sont en construction. Et il y a 7 magistrats qui ordonnent des expertises. Et j'avais demandé justement à l'ensemble des magistrats s'ils avaient des retours sur des DPE. Eux m'indiquaient que c'était à la marge. Voilà, certains m'indiquaient qu'ils n'en avaient eu aucun, d'autres qui en avaient eu quelques-uns. Ça reste dans notre secteur, dans notre juridiction sud-est, encore un phénomène qui est en train de démarrer. Ce n'est pas le cas auprès des confrères qui sont du ressort de Paris-Versailles. Je pense que les prix de l'immobilier ont tendance à faire déclencher voilà, cette contestation beaucoup plus rapidement. On en parlera par la suite. Voilà. Je prends vos questions si vous en avez. Oui, n'hésitez pas. Si vous avez quelques questions, on peut répondre dès à présent. On va laisser 2 petites minutes, on va regarder, puis si j'en ai, je vous les fais parvenir. Pas de questions. Ouais, pas de questions. Peut-être qu'il y en aura plus à la fin, peut-être sur la deuxième partie, mais vous n'hésitez pas, vous pouvez les écrire lors de la présentation et comme ça, à la fin, moi, je pourrais vous les indiquer. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, on part sur la deuxième partie alors. Donc la deuxième partie, maintenant on regarde plutôt le côté positif, donc comment limiter l'exposition juridique, de mon point de vue, hein, qui est celui de l'expert quand je vois des DPE, quand je vois les commentaires qui sont notés. Alors pourquoi avoir des bonnes pratiques? Parce que on est dans une société qui est de plus en plus procédurière, donc inévitablement avec les protections juridiques, il y aura de plus en plus de recours. Les augmentations inévitables, les coûts des énergies avec un S. Désolé pour les coquilles, je pense qu'il y en a plusieurs. Les énergies ne vont pas arrêter d'augmenter, quelles qu'elles soient. Donc, il y aura de plus en plus, effectivement, des acheteurs qui vont aller regarder après leur DPE pour voir s'ils sont, j'exagère, mais presque à l'euro près dans la fourchette indiquée. Et puis, l'augmentation des prix de l'immobilier font que, voilà, la surface et la consommation annuelle d'énergie sont deux paramètres. Historiquement, c'était la surface, mais maintenant, c'est la consommation annuelle d'énergie qui est un paramètre qui est regardé par les acheteurs. Et ce qui n'aide pas dans la première page de ce DPE, c'est cette fameuse étiquette qui donne une plage de consommation attendue. Alors certes, c'est une fourchette, mais malheureusement, elle fait mal parce que le propriétaire n'est pas un sachant. Il ne cherche pas à comprendre. Il regarde combien est-ce qu'il paye. Et à partir du moment où il dépasse la valeur maximale, il considère qu'il a un préjudice. Et il ne cherche même pas les explications. Pourtant, il y a des explications. Et moi, parfois, effectivement, je suis confronté à le dire hein, quand je rentre dans un appartement où il y a un DPE litigieux et que je trouve qu'il fait chaud et que je regarde et il fait 24. Ben, je réponds aux personnes, c'est sûr que vous ne chauffez pas à 19 comme le prévoit la réglementation. Donc après, je dois recalculer si effectivement la surconsommation alléguée, elle est réellement due effectivement à la température qui a été ajoutée ou si la personne chauffait à 19, on aurait retrouvé effectivement ça. C'est pour ça que des fois, je suis obligé de refaire un calcul et de refaire un pourcentage. Alors, quand il y a une seule source d'énergie, c'est facile. Quand il y en a plusieurs, on le verra par la suite, c'est un petit peu plus compliqué. Les prix des énergies évoluent également. Bon, après, c'est indiqué. Donc, on peut également refaire une normalisation des résultats et les recalculer un peu, je dirais, en euros constants et revenir. Ce qui, pour résumer, voilà, le fait qu'il y ait cette plage-là, inexorablement, pour moi, le seul moyen, c'est d'être pédagogue et de dire et d'écrire, en plus de l'avoir dit,
Attention, ce calcul que je vous fais, ce n'est pas juste utiliser la phrase type que j'ai copié-collé de l'un des DPE que j'ai vu. Hein. C'est basé sur des méthodes d'arrêté de réglementation en vigueur. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Le particulier, il ne comprend pas ça. Je pense que beaucoup de diagnostiqueurs pensent que ça les couvre. Par contre, je pense pas que ça, dans la pratique, je ne pense pas que ça les couvre. Parce que un diagnostiqueur, c'est un sachant. Il sait ce qu'il fait. Il est en face d'un particulier. Il faut qu'il soit clair. Donc, moi, je dirais, je vous conseillerais de rajouter une phrase claire qui est au-delà de arrêter réglementation en vigueur, le DPE est calculé pour une température de chauffage de 19 degrés. Soyez clair, dites-le, écrivez-le. Vous pouvez toujours rajouter les paragraphes que vous mettez, mais soyez bien conscient qu'en face, vous avez des particuliers. Vous avez généralement 2 à 3 heures pour faire un pack complet avec métrage, élec, etc. Ça va vite. Les particuliers, ils vous ont pas forcément envoyé tous les documents. Faites un tout petit peu de pédagogie pour vous prévenir des litiges par la suite. Donc voilà, premier conseil, c'est ça. Écrivez 19 degrés. Ensuite, ce litige, pour moi, il faut se mettre dans la tête qu'il va toujours exister parce que c'est parti. Le DPE est devenu opposable juridiquement au 1er juillet. Donc, moi, sur 2025, c'est une montée en puissance. Peut-être qu'en 2024, j'avais 2 ou 3 dossiers de DPE. Là, j'en suis à une dizaine. Donc, ça ne fait que démarrer. Je n'ai pas encore beaucoup de recul pour dire s'il y aura une stabilisation. Mais je peux prédire que la surface du logement, c'est compliqué parce qu'il faut la revérifier. Alors en maison individuelle, pareil, il n'y a pas de surface carrée, c'est une surface habitable, on peut revenir, il y a des petits paramètres d'ajustement. On voit bien que si on change de 5% à la surface, on va diviser par un chiffre plus ou moins grand dénominateur, donc on peut changer la valeur. Et si en plus on a la frontière, on peut changer la lettre. Les consommateurs, ils ont accès à Linky, donc c'est très facile, hein. Ils cliquent, ils regardent le nombre de kilowattheures, ils regardent le DPE. Si ce n'est pas la même valeur, forcément ils vont contester, alors que dans Linky, ce n'est pas que chauffage, ventilation, climatisation, il y a d'autres usages, hein. Il y a la télévision, il y a la cave à vin, etc. Mais le particulier ne cherche pas à comprendre. Et s'il a une protection juridique, encore moins. Et puis le cas du mix énergétique, qui n'a pas un poêle à bois, moi le premier. Quand vous passez, on vous donne des informations, mais combien vous donnent les factures de bois qui ont été achetées, les factures de gaz probablement, d'élec, donc si un mix énergétique, vous, probablement, vous n'avez pas les infos. Donc, vous pouvez le demander, mais si effectivement on ne vous le donne pas, il faut effectivement l'écrire. Après, il faut utiliser des hypothèses, mais à un moment, il faut bien faire quelque chose. Le plus important, effectivement, étant de noter ce mix énergétique pour vous couvrir par la suite et qu'il n'y ait pas de contestation, puisque moi, le recul que j'ai par rapport à ça, c'est, et j'ai fait la formation et je regarde à chaque fois effectivement combien de temps les diagnostiqueurs passent sur place. Vous avez 2 à 3 heures pour faire un pack complet, ça va très vite. Donc, mettez le maximum d'informations claires pour que les particuliers, à un moment, ne se disent pas « Ah, c'était flou, j'ai pas vraiment compris, il y avait un devoir de conseil, j'ai pas… Oui, il l'a écrit, mais non, soyez clair. Il est très clair. Marquez plusieurs sources d'énergie, gaz, bois, élec, pas de facture produite sur le bois, estimation forfaitaire, voilà. Couvrez-vous par rapport à ça. Et puis, il y a le dernier volet, je l'ai un petit peu, il faut le temps que les rénovations se fassent, c'est les contestations de performance avant-après rénovation énergétique qui utilisent un DPE avant travaux, après travaux. Alors là, encore plus, le propriétaire, il est hyper vigilant parce que il a fait faire un DPE avant-après, hein, en projeté, DPE projeté après travaux. Donc là, encore plus, en DPE projeté après travaux, il veut avoir la consommation attendue. Et il serait incompréhensible pour le particulier qu'il n'ait pas obtenu gain de cause après avoir engendré les travaux. Donc, si vous êtes amené à faire des DPE avant travaux et projetés après, là, soyez encore plus vigilant de bien noter les informations parce que là encore, hein, la tentation, je ne l'ai pas encore vue, mais je la pressens, elle peut être de dire « Ah bah ça y est, maintenant les travaux sont faits, on n'est plus dans une passoire. Avant, on ne pouvait pas chauffer. Maintenant, on peut, donc on y va. »
on met les radiateurs à 24 et puis bah, on surconsomme, on a plus que prévu et puis on se plaint. Non, avant ou après travaux, c'est 19 le scénario de calcul. Voilà. Vous n'êtes pas à l'origine peut-être des préconisations de travaux. Il y aura peut-être un maître d'œuvre qui sera là pour la partie, un architecte. Mais quoi qu'il arrive, vous avez laissé une trace, vous avez laissé un document. Donc, vous allez vous retrouver dans la boucle, inexorablement. Moi, je dis souvent, le DPE, c'est le… Des fois, on me demande à moi de faire un DPE, etc. Et je dis, mais moi, mon temps auto-horaire, il est beaucoup trop élevé. Le moyen le plus rapide, pas cher et certifié de faire estimer la performance et les travaux futurs, c'est appeler un diagnostiqueur, faites faire uniquement un DPE à un métrage. C'est une très bonne manière de faire une photo à l'instant T d'un bien pour une future rénovation. Mais ça veut donc dire que vous, si vous produisez un DPE à un métrage qui sera utilisé lors de travaux et qui seront après analysés par le particulier ou par des entrepreneurs pour faire les travaux, vous allez vous retrouver dans la boucle et peut-être que quelques années plus tard, on viendra vous chercher. Donc, dans votre DPE, écrivez les choses vraiment, voilà. Et je vois passer un élément par rapport aux audits. Les audits coûtent beaucoup plus cher, c'est la critique que j'entends. Hein. Un audit, c'est entre 500 et 800 euros. Certains propriétaires particuliers ne veulent pas franchir le pas et s'ils n'y sont pas obligés, ne sont obligatoires les audits que sur les maisons individuelles et les copros pour maintenant, depuis le 1er janvier 2025, les E. Donc, ceux qui sont en maison individuelle, mais qui sont au sein d'une copropriété ne sont pas encore obligés. Les D, pas du tout. Donc, en fait, un D qui veut acheter, qui veut rénover en B, il n'a aucune obligation de faire un audit. Le coût, voilà. Et puis, il ne faut pas se leurrer. J'ai le cas en ce moment, un agent immobilier qui sert les intérêts du vendeur, il n'a aucun intérêt à pousser à faire un audit énergétique qui va mettre en avant les pathologies et donc le coût de réparation. Il va tout faire pour argumenter, pour rester sur un E. J'ai le cas en ce moment, en m'argumentant que c'est une maison, certes, mais elle n'est pas individuelle, donc il n'y a pas besoin. Bon, étant quand même de la partie, j'ai réussi à argumenter en lui disant non, non, l'audit, vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Parce que ça n'arrange pas le vendeur de faire un audit, hormis le coût, parce que ça va mettre en évidence qu'effectivement, il y aura des gros travaux. Donc, c'est un argument à la baisse de prix qui n'arrange pas le vendeur. Vous vous retrouvez entre les deux. Le message, je ne sais pas si c'est ce que j'ai marqué par la suite, mais je le dis maintenant, vous êtes tiraillé entre la partie qui vous le demande, le DPE, peut-être un agent immobilier, peut-être un notaire, peut-être un particulier. C'est normal, il y a une pression qui vous est mise, il y a besoin d'avoir de l'activité. Sachez que c'est un risque derrière. Vous avez un logiciel, vous pouvez le faire tourner, vous pouvez être tenté de… Voilà, c'est la vie, c'est la nature humaine. J'espère que c'est le cas de très peu de personnes qui sont là aujourd'hui. Maintenant, sachez que derrière, ça peut être un retour de boomerang 5 ans, 6 ans, 10 ans après, et qu'un expert judiciaire le verra. Et derrière, voilà, c'est votre assurance souvent qui suivra. Moi, comme je le disais dans la réunion de préparation qu'on a fait avec Mme Billier, c'est que comme ça prend très long les procédures judiciaires, il ne faut pas se mentir, je vois rarement le diagnostiqueur. Je vois son assureur. Et quand le diagnostiqueur n'a pas fermé, généralement, il ne vient pas. Il se fait représenter. Il se fait représenter par son conseil, voilà, il n'est pas là. Là, on va en parler derrière. Les nouvelles pratiques font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sanction derrière. Un diagnostiqueur qui n'a pas fermé boutique, qui a fait un DPE mensonger, qui est reconnu, qui a une part d'imputabilité, le jugement est jugé au fond, tout est purgé, en fait, il ne se passe rien pour lui. Si son assureur à payer ne lui a pas derrière mis un refus de garantie, il peut continuer. Ce ne sera plus le cas à l'avenir. Donc, soyez bien vigilants. Avant de attaquer la troisième partie, on avait une question au début. C'est que dire aux clients concernant les recommandations de travaux? D'une manière générale, les diagnostiqueurs ne s'en soucient pas trop. Ils laissent le logiciel mettre des recommandations automatiques par défaut. Que risque-t-il? Alors, rien. Je ne suis pas avocat, mais j'ai fait appel à une avocate quand j'ai rédigé le bouquin. La partie du DPE 2021 qui est opposable, c'est en résumé la première page. C'est la première page. Les recommandations qui sont faites automatiquement n'engagent pas juridiquement le diagnostiqueur. Ce ne sont que des recommandations.
que des recommandations qui peuvent être personnalisées ou qui peuvent être automatisées. C'est la grande différence par rapport à un audit. L'auditeur, lui, il s'engage sur le chiffrage des travaux derrière. C'est pour ça que ça prend plus de temps, c'est pour ça que c'est plus cher, et c'est pour ça que souvent l'auditeur il fait appel à Batipedia, à un module d'estimation des prix, parce que les prix évoluent ces dernières années très très rapidement. L'auditeur, lui, s'engage sur le prix des travaux, pas vous. Néanmoins, l'expliquer aux particuliers que derrière, ce sont des recommandations très très générales et qu'elles donnent un aperçu, c'est bien. Maintenant, ce n'est qu'un aperçu. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une valeur fiable. S'ils veulent une valeur fiable pour changer de travaux, les deux scénarios, il faut qu'ils fassent un audit. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut continuer. N'hésitez pas à renvoyer les questions. Alors, on va passer donc sur la dernière partie. Les 10 mesures clés du plan. L'idée, bon, c'est tout récent, je pense que vous l'avez suivi. Vous avez vu, ça a été annoncé globalement récemment. Ça va être déployé, ça commence à être déployé, il y a un peu des décalages. Mais globalement, l'objectif, c'est d'aller vite pour le gouvernement. Il y a un député voilà, qui planche sur la création d'un ordre. Alors, lors d'une table ronde que j'ai fait à Paris au salon des diagnostiqueurs, la question a été abordée. En fait, moi, à la fin d'une expertise, en fait, il n'y a aucun mécanisme qui fait remonter l'information qu'un diagnostiqueur s'est mal comporté. Et en fait, c'est le job d'un ordre. C'est à un ordre de faire ça. C'est à des diagnostiqueurs qui sont élus par leur pairs au sein d'un ordre de faire le ménage parmi certains diagnostiqueurs qui sont peu scrupuleux parce que c'est typiquement finalement la sinistralité qui va augmenter, le coût des assurances qui va augmenter et ça ne sert pas à 99% des diagnostiqueurs qui travaillent bien. Donc ces mesures, elles sont séparées en différentes catégories. La première, c'est contrôler pour garantir la fiabilité. Alors, en fait, dedans, on va placer le premier, hein, détection automatique des comportements suspects. C'est pas garantir la fiabilité, c'est un peu fliqué diagnostiqueur. Ils ont placé ça dans la première catégorie. Bon, c'est de la détection automatique. Les contrôles sur site et sur dossier, vous en avez déjà. Je ne sais plus quelles sont la quantité de contrôles sur site et sur dossier que vous avez, mais ils vont augmenter le nombre. Je crois qu'ils veulent passer de 3 000 à 10 000 par an. Les sanctions, aujourd'hui, effectivement, personne ne prévient l'organisme certificateur, personne ne prévient personne quand il y a un faux diagnostic. Et effectivement, ça ne permet pas de fiabiliser dans le sens ou de responsabiliser plus la profession et certains, toujours pareil, hein, certaines personnes. Donc les sanctions et puis la surveillance par les OC qui a vocation à être. Alors il y a eu un grand débat, hein, les OC sont trop proches des organismes de formation, séparer formation et organismes de certification, grand débat, est-ce que ça sera fait ou pas? Voilà, pour l'instant, ce qui est indiqué, c'est surveillance accrue. Ensuite, mieux prévenir les fraudes pour protéger les consommateurs. Donc là, les trois catégories sont clairement annoncées. Alors, vous voyez, pas fraude sur la valeur du DPE, fraude par la géolocalisation. Il ne faut pas se leurrer, on va parler entre nous. Je l'ai sur un cas perso. Typiquement, c'est un diagnostiqueur A qui est appelé pour faire le diagnostic, qui dit oui, 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 mais c'est un diagnostiqueur B qui va sur place et qui fait le diagnostic et qui rend les données au A, qui le renvoie au particulier. Il n'y a pas de vérification aujourd'hui et il y a de la sous-traitance qui se fait. Par contre, je pense que je ne suis pas juriste de profession, mais d'un point de vue sous-traitant, je ne pense pas que d'un point de vue assurance, il y ait de la couverture par rapport à celui qui sous-traite et le sous-traitant, les deux. Donc, l'objectif du point 5, hein, c'est clairement qu'il y a une connaissance de ce phénomène-là, et le but est de l'enrayer. Limitation des pressions sur les diagnostiqueurs pour afficher le résultat tout de suite et éviter qu'effectivement les particuliers voient un résultat qui ne les arrange pas et donc qui mettent la pression sur le diagnostiqueur. Je ne pense pas que les particuliers aient beaucoup de pouvoir de pression. Par contre, des agents immobiliers ou des notaires qui font souvent appel aux mêmes diagnostiqueurs ont un pouvoir pour mettre la pression.
Et ça, le but du point 6, c'est ça. C'est d'éviter en fait de, on va l'appeler autrement, hein, faire du chantage en disant « Attends, si tu veux toujours que je fasse un appel à toi, tu vas m'aider ». Et le but du point 6, c'est ça. C'est de donner un résultat immédiat où on ne pourra pas revenir dessus. Créer un ordre, pourquoi pas, de manière à ce que, voilà, entre pairs, vous puissiez justement regarder la sinistralité, les cas au cas par cas. Est-ce que également, comme les médecins ou les avocats, vous puissiez justement agir entre vous pour que ce que 1% peut-être, hein, ou 0,5% peut-être d'entre vous font, ne vous nuisent pas à vous tous. Voilà. Et puis enfin, les derniers, mieux informés et formés. Donc, mise en place d'une formation initiale post-bac, j'ai pas trop d'avis par rapport à ça. Développement d'un outil de vérification de la certification, hein, montrer un QR code. Alors, il y a double emploi. Hein. Montrer un QR code, c'est aussi montrer au déniasseur qui vient qui il est, et que ça se rejoint le point 5, que celui à qui vous avez demandé la prestation, celui qui vient et qui vous montre son QR code, il y aura une photo avec. C'est bien le bon monsieur. Donc, en fait, le point 9, c'est quasiment le point 5. Et puis, authentification systématique, pareil avec le QR code. Bon, le numéro DPE oblige une démarche systématique du particulier ou de celui qui a commandité d'aller voir le DPE, d'aller voir en ligne, qu'il n'a pas été modifié a posteriori, etc. Si le numéro n'a pas changé, parce qu'on peut très bien vous donner un document, et puis derrière, le faire passer par l'ADEME, avoir un numéro, et puis le corriger par la suite. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, il y a un nouveau numéro normalement qui est attribué, si je ne me trompe pas. Donc là, l'idée, c'est de vérifier en direct l'authenticité. Le QR code, c'est voilà, hein, on vise un particulier, il a son téléphone, il vérifie en direct voilà, les informations qu'il a. On essaye de moderniser un petit peu. Alors, mon recul par rapport à ça et ma vision, c'est que la mauvaise presse de Cache Investigation, qui s'est produit au mois de mars-avril, hein, au moment où s'est produit le salon des stickers, a tout focalisé sur le DPE. C'est un peu facile de se focaliser sur un diagnostic, mais bon, c'est l'effet des médias. C'est l'effet d'une start-up qui avait beaucoup fait sa com là-dessus, hein, et qui est passée dans cette émission. Voilà. Et finalement, c'est je vois passer le message, canard boiteux comme vous le dites, qui vous pénalise tous. Maintenant, vous avez, vous, les moyens entre vous de ne pas promouvoir ces personnes, de ne pas faire de sous-traitance, de vous fédérer et de faire le ménage parmi les vôtres pour que le phénomène de quelques-uns ne rejaillisse pas sur vous tous. Voilà. J'espère vous avoir apporté quelques informations et puis on va prendre vos dernières questions. Allez, j'en ai une sur l'audit. Sur le chiffrage dans les audits, quel est le pourcentage d'erreurs admissibles, sachant qu'en fonction de là où on est, les matériaux n'ont pas le même prix? Alors, j'ai pas d'éléments par rapport à ça parce que ça n'est jamais allé dans les cas que j'ai rencontrés jusqu'à ce niveau de détail. À ma connaissance, dès lors que vous avez tout fait en l'état des connaissances que vous avez vous, on ne peut pas vous reprocher d'aller. Si vous êtes de la région donnée et que vous vous basez sur les prix à l'instant T où vous faites le DPE dans la région donnée et que vous utilisez des sources, je ne sais pas, catalogue, Batipédia, logiciel, etc., et que vous donnez vos sources, même si dans 5 ans on revient, il y aura écrit quelque part dans votre audit ou votre DPE, le calcul a été fait avec tel logiciel, hein, il y a une traçabilité, le calcul des prix à l'instant T dans tel endroit. Bon, clairement, on ne regarde pas quand il y a 5 à 10% d'écart. Et on sait très bien que tout ça est dans un mouchoir de poche à la fin. Aujourd'hui, j'ai jamais eu à comparer des DPE ou des audits dans un mouchoir de poche. C'est toujours des choses avec un coefficient 2. C'est ou un coefficient 3 sur la valeur du DPE. C'est plusieurs lettres d'écart. On m'a jamais demandé en ce qu'on appelle extra-juridictionnel, avant d'arriver devant la justice, ou en juridictionnel. C'est arrivé avec une assignation référée, c'est une procédure, c'est une expertise pour laquelle j'ai été missionné. C'est deux DPE allégués, lequel est le bon, un C ou un E. On ne m'a jamais demandé de comparer un B, un C ou un C, un D. Jamais. Donc, c'est en ça que si vous avez... moi, je considère que la méthode et l'ensemble c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, il y a tellement d'informations qui sont rentrées dans un DPE
que si vous faites le test que font certains 60 millions de consommateurs, vous donnez les mêmes infos à 10 diagnostiqueurs, vous aurez quelques lettres d'écart. C'est inévitable. Ils l'ont refait sur le DPE 21. Donc, c'est inévitable. Tout ce qu'il ne faut pas, c'est d'avoir un coefficient 2. Et clairement, quand il y a un énorme écart par rapport à ce qu'on aurait dû obtenir, c'est qu'il y a eu un petit peu plus que des ajustements voilà, sur 2,2 mètres carrés, je l'arrondis à 2 mètres carrés, voilà, par-ci, par-là. Voilà. Donc, vous êtes à plusieurs dizaines de pourcents d'écart, mais ça n'engage que moi. Derrière, c'est l'appréciation du confrère qui aurait le dossier devant les yeux et de comment cette appréciation-là, moi, je la formule dans mon rapport. C'est-à-dire qu'on donne un rapport qui fait 30, 40, 60 pages, puis derrière, on met une conclusion. Et souvent, le magistrat, il lit en premier la conclusion. Et dans la conclusion, on peut donner les faits pour que les choses juridiques soient claires, mais on peut donner notre sentiment aussi en disant bon, voilà, ok, il y a un écart, mais n'oublions pas qu'un DPE est à prendre avec de la précaution parce que voilà, les valeurs sont. Et un magistrat, il peut le prendre en compte. Après, s'il y a une part, on appelle ça une part d'imputabilité, parce qu'il est considéré que ce sera une circonstance atténuante, mais il n'empêchera pas que l'assureur derrière devra prendre en charge une partie des travaux de réparation. On va finir par 2 questions. La première, que dire des DPE à distance sans visite? Un client m'a déjà zappé parce que je refusais de faire le DPE sans me rendre sur place. Il a trouvé un diagnostiqueur qui a accepté. Eh bien, le diagnostiqueur qui a accepté, il prend un très gros risque parce que la visite est obligatoire, la photo est obligatoire. Le DPE que j'ai sur une maison perso, il n'y a pas de photo, que je suis en train d'essayer d'acheter. Voilà, j'ai moi-même un DPE sans photo. Donc, ça veut dire que la personne n'est pas venue physiquement. Demain, j'ai encore jamais eu le cas, mais demain, on me présenterait sur une expertise judiciaire ou même en extra-juridictionnel avant un DPE où il n'y a pas de photo. Ça veut dire que le diagnostiqueur n'est pas venu, ça veut dire qu'il n'a pas respecté les règles. Il doit aller sur place. Depuis le DPE 2.0 de mémoire de 2006, je ne sais pas la date, j'ai oublié un peu la date, la visite est obligatoire. Donc, un diagnostiqueur qui le ferait, ben, il encourrait les risques. Après, je ne sais pas, d'un point de vue de son assurance, de ne pas respecter. En bâtiment, généralement, quand on ne respecte pas les normes, ça vaut clause d'exclusion de garantie. Je ne sais pas pour votre assureur ce que ça vaut de ne pas respecter les règles. Voilà. Ça, il faudrait voir dans les conditions générales, mais un DPE qui ne se déplace pas, il faudrait voir ce qu'il en est. Alors que par contre, si c'est une exclusion ou… Exclusion de garantie. Parce que, je vais rajouter un point, souvent, c'est un peu comme nous les experts judiciaires. J'ai beaucoup de mes confrères qui pensent qu'ils sont bien assurés. Ils ont un assurant, donc c'est bon, ça va. Non, ils sont assurés. Mais sont-ils bien assurés? C'est autre chose. Vous êtes assuré, mais avez-vous lu les conditions? Parce que ce n'est pas le jour d'un sinistre qu'il faut se rendre compte que, par exemple, là, ben non, je ne mets pas de photo, j'y vais pas, ça passe, mon assurance va me couvrir. Non, peut-être que le moment venu, votre assurance va dire attention, c'était marqué, vous n'êtes pas assuré. Et là, vous êtes tout seul, sans assurance. C'est pas pareil. Voilà. Donc moi, je conseille toujours quand même de, voilà, un, d'être assuré, c'est évident, d'être bien assuré, deux, et puis de rester dans les clous. Alors là, il y a plusieurs questions qui arrivent. Moi, je démonte des prises pour constater l'isolation. Des confrères me le déconseillent. Que faites-vous? Alors, il faut, c'est pas ce qu'il ne faut pas faire, c'est détruire. Mais en constat amiante, il faut ouvrir les portes d'un placard d'une salle de bain pour aller voir derrière et s'apercevoir qu'il y avait de l'amiante quelque part. Hein. C'est ce que mes confrères experts judiciaires amiante m'expliquent tout le temps. Et en DPE, c'est pareil. Hein. Moi, je vais vérifier les épaisseurs d'isolant toujours sur place. Ça ne pose pas de problème de démonter une prise électrique et d'aller remonter. Ce qu'il ne faut pas, c'est les sondages destructifs. Voilà. L'amiante, on peut aller faire un prélèvement pour envoyer un prélèvement en analyse et c'est destructif. Un diagnostiqueur DPE, ce qu'il ne doit pas faire, c'est détruire. Démonter une prise électrique, ce n'est pas destructif. On retire le cache, on dévisse, on retire la bâti-box, on regarde, c'est de la laine de roche, c'est quoi, etc. Après, si on a toutes les informations du propriétaire, on n'a pas besoin de le faire. Mais si on se pose la question et qu'on a un doute, c'est qu'il y a un doute. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes sûr, ça va.
Si vous vous posez la question, c'est qu'il faut y aller. C'est qu'il ne faut pas hésiter. Après, si vous n'avez aucune prise démontable, etc., c'est sûr que… Mais généralement, il y a toujours une prise électrique quelque part qui est accessible, voire même qui est déjà démontée ou pas en bon état. Et on peut aller voir effectivement pour se rassurer. Bien évidemment, je le conçois, dans la pratique, ça c'est la théorie. Dans la pratique, il y a le chrono qui tourne, il y a 2 à 3 heures pour faire une diagnostic, il faut aller vite. Je sais. Et on va faire une dernière question. Hop. Concrètement, comment vont-ils nous vérifier au GPS? Il faudra venir avec une balise. Comment on va faire pour la géolocalisation? Portable, hein. Les téléphones portables, une application sur le Ouais. téléphone portable, vous aurez votre QR code, vous aurez une application spéciale pour les… J'extrapole, hein, mais c'est facile, hein, c'est très facile, hein. Tous les diagnostiqueurs devront avoir une application installée pour travailler avec leur numéro d'agrément, leur QR code. Et quand vous ouvrirez l'application, vous devrez l'ouvrir quand vous arrivez quelque part. Et du coup, vous serez automatiquement géolocalisé sur votre téléphone portable. C'est facile, c'est très facile. Pour montrer votre QR code, pour montrer un QR code, ce ne sera pas en version papier, ce sera sur le téléphone portable. Et donc, il y aura la géolocalisation par elle-même. Je suppute, hein, mais ça me paraît simple. Il y a un logiciel, une application. Oui, Là, ça échange beaucoup. Il y avait une autre question. Alors, attendez, qui était… Je vais regarder. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'après, je vous réponds entre vous. Donc, il y a beaucoup d'interventions. Voilà. Pour se protéger, est-ce qu'il faut faire signer quelque chose si l'on ouvre une prise? Et si l'on fait un sondage destructif, est-ce qu'on peut se couvrir en faisant signer quelque chose? Comme je viens de le dire, normalement, vous n'êtes pas censé faire de sondage destructif. Mm. Si vous le faites, c'est que vous pensez que vous avez besoin de le faire. Alors, sur la partie amiante, parce que si vous faites un pack de DPE, si vous avez un doute, vous devez vous couvrir et donc vous allez faire un sondage destructif. Côté DPE, la question typiquement, hein, c'est je démonte un cache, le cache plastique il est vieux, c'est du plastique il y a 15 ans, le cache plastique casse. C'est ça. Je vois parfois effectivement des formulaires faits signer aux propriétaires, ou en tout cas aux demandeurs, au DPE, qui dit dans le cadre de ma mission, vous m'autorisez, etc. Et s'il y a une prise qui vient casser, c'est comme ça, voilà, vous pouvez faire signer. Pareil, je ne suis pas juriste. Est-ce que le fait de faire signer quelqu'un une lettre de mission, à quelqu'un qui vous missionne, est-ce que la lettre de mission exhaustive vous couvre vraiment? Là, j'ai pas trop de réponses. En tout cas, je vous conseillerais, quoi qu'il arrive, oui, de faire signer les lettres de mission. Je le vois de plus en plus. Surtout pour la partie des pièces qu'on vous a communiquées. Et surtout, si on ne vous a pas communiqué de pièces, avant de venir, généralement, vous demandez des documents pour vous faciliter le travail sur place et éviter d'avoir à attendre les gens qui cherchent dans leur classeur des papiers. Dans cette lettre de mission, vous stipulez, je vous ai demandé, vous ne m'avez pas produit, etc. Puisque maintenant, il y a une traçabilité qui dit valeur calculée, valeur mesurée ou valeur donnée par le… Voilà. Donc oui, quoi qu'il arrive, ayez un document type, une feuille type à faire signer sur place et à ajouter-le là-dedans. Maintenant, rapprochez-vous de votre assurance pour voir si ça servira. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. N'hésitez pas, s'il y a des questions qui n'ont pas été traitées, si vous avez plus de questions, je vous laisse revenir à moi. Je serai toujours en contact avec Monsieur Brutin pour qu'on puisse vous répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous avez un dernier mot ou pas? Dites-moi. Non, je pense avoir bien parlé, avoir balayé tous les sujets. J'ai rien de plus à rajouter. Ouais, surtout qu'on voit, voilà, on voit très bien que vous… Merci pour l'invitation à venir présenter ce sujet, parce que c'est toujours intéressant de le présenter à différents publics. Je l'avais présenté à des experts judiciaires, là, des diagnostiqueurs. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant. Puis, j'ai vu qu'à la fin, voilà, ça réagissait quand même pas mal. Alors, pour les questions, ne vous inquiétez pas, ça va être en replay. On va dire la semaine prochaine. Donc, vous aurez accès de nouveau. Il n'y a pas de problématique avec ça. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Merci. Au Allez, revoir. bonne soirée. Au revoir.